C'est l'heure de suivre votre émission que vous aimez bien suivre sur la chaîne de référence Antena. C'est l'émission sociopolitique Le Rendez-vous. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Christopher Ngoy. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation à cette émission. Est-ce que vous pouvez, avant d'aborder les vifs de notre sujet, avoir cette amabilité de vous présenter comme il se doit à nos téléspectateurs? Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir. Je suis ingénieur Christopher Ngoy Moutamba, électromécanicien, défenseur des droits humains, président de la coordination des synergies Congo Culture et Développement, coordonnateur général de la société civile de la RDC. C'est pas trop? Non, ça fait partie de mes activités. C'est toutes mes activités, oui. Une partie d'ailleurs. On dit qui trop embrasse mal étreint. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et ce n'est pas trop. Comme vous le savez, l'actualité politique chez nous, en République démocratique du Congo, RDC, bien sûr, reste essentiellement dominée par plusieurs sujets. Nous citons la grande rencontre du Kenya au mois d'avril dernier, les débats à l'Assemblée nationale sur les réformes électorales en l'espèce de la nouvelle loi électorale, sans oublier la bataille aux cornes entre Mbosso Bahati Lukwebo autour de la désignation d'un candidat devant remplacer l'ancien sénateur et juge de la Cour constitutionnelle Polycarpe, décédé au début du mois d'avril dernier. Voilà, Monsieur Christopher Ngoy, vous êtes en face de moi. Quelle est votre lecture personnelle par rapport à la récente rencontre à Nairobi au Kenya? Oui, je sais que le président de la République est convié à une rencontre au Kenya. Et dans le cadre de l'organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il a eu à traiter, entre autres, de la sécurité en RDC. C'était une question à l'ordre du jour. Donc c'est la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et certains acteurs impliqués dans la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Disons non, c'est-à-dire c'est une organisation qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest et le président devait y participer parce que maintenant là, la RDC en fait partie. Et parmi les points inscrits à l'ordre du jour, il y avait la sécurité ou l'insécurité à l'est de la RDC qui n'a que trop duré. Et c'était pour nous une occasion, pour la RDC, une occasion d'exprimer le ras-le-bol. On l'a senti dans le discours du président, qui a tranché avec ce à quoi nous étions habitués, la langue de bois. Il a été clair pour dire que la sécurité ou l'insécurité à l'est de la RDC n'a que trop duré et que ça devrait cesser. Et c'était une opportunité également de tenir ce discours devant des pays limitrophes, la RDC, dont certains sont en activité. Ici, j'aimerais vraiment épingler clairement le Rwanda. Le Rwanda qui défend les M23 parce que, entre les lignes, le Rwanda aurait proposé ou insisté que le président de la République, que la RDC agrée encore une fois de plus le brassage avec les M23 ou qu'ils répondent positivement à leurs revendications. Alors là, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a haussé le ton pour demander au Rwanda si il serait disposé à brasser également les rebelles à lui. J'aurais appris s'il en existe encore. Vous allez continuer. J'aurais appris que le président rwandais aurait porté plainte contre la République démocratique du Congo par rapport aux différentes accusations. Non, ça c'est une fuite en avant. Tout le monde sait. Pour revenir à cette rencontre, je voudrais signaler qu'il y a eu des avancées très significatives
Parce que c'est pour la première fois qu'on fait la part entre les forces autochtones, c'est-à-dire les forces congolaises, les rebelles congolais, et les rebelles étrangers, c'est-à-dire qui ont pour base arrière les pays étrangers. Et les pays de la région présents ont demandé à tous ces pays ou à tous ces rebelles étrangers qui sont en RDC de rentrer chez eux. Et demandé également au gouvernement congolais d'organiser un dialogue ou concertation avec les rebelles congolais. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Et ça, c'est une porte d'ouverture, une porte de sortie, auquel cas, si ces gens s'hasardaient à ne pas, ou s'évertuaient à ne pas respecter ce qui sera décidé, alors ils feraient face à une attaque d'une armée multinationale composée de tous ces pays-là, avec la RDC bien sûr. Voilà, peut-on dès lors considérer cette grande messe officiée par le président Kenya, Uhuru Kenyatta, comme la voie royale pour mettre fin au drame que vivent au quotidien nos compatriotes de l'Est et du Nord-Est de la République démocratique du Congo depuis des décennies? Non, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ça, c'est au niveau des intentions. Mais c'est sans compter avec la témérité de certains pays. Et là, j'aimerais délier ma langue pour dire que l'M23, c'est une création du Rwanda. Et que dans ce conflit, de plus en plus, on doit cesser de parler du M23. On doit parler du Rwanda tout court. Pourquoi? Parce que voir un président étranger porter, se faire avocat d'un mouvement rebelle qui se veut congolais, mais qui a pour base arrière son pays, et le faire ostentatoirement. Le Congo, c'est un pays souverain. Et de qui se moque-t-on? Moi, je crois que le M23, c'est un mouvement supplétif à la main rwandaise. Donc, c'est l'armée rwandaise qui agresse le Congo depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, d'aucuns disent que avant Nairobi égale après Nairobi. Il fallait que Nairobi ait lieu. Pourquoi? Parce que dire qu'avant Nairobi égale après Nairobi, c'est-à-dire il aurait fallu qu'il n'y ait pas Nairobi. C'est un processus et le bénéfice qu'on peut tirer lorsqu'on est engagé dans un processus est qu'on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Aujourd'hui, on sait faire la part des choses parce qu'avant, on nous avait habitués à quoi? Même la MONUSCO n'arrivait pas à faire la part entre les mouvements rebelles étrangers et les mouvements rebelles congolais, qui sont les Maï-Maï, qui sont des Congolais qui ont vu leur espace de vie, leur contrée, investi par des groupes étrangers et qui se sont révoltés. Ils ont d'abord fui, une fois en brousse, ils se sont organisés pour ne pas céder leur village aux étrangers, et ils font de la résistance. Et cela mérite bien qu'ils soient considérés. Rappelez-vous que... Mais il n'aurait peut-être pas tort, M. Christopher Ngoy, au regard de massacres de civils qu'on continue à enregistrer ou à déplorer dans les territoires martyrs de Djungu, Anituri par exemple. C'est votre point de vue aussi? Bien sûr que ce massacre-là n'a que trop duré. Et puis il fait très mal. Et on ne peut plus continuer avec ça. On ne peut plus continuer avec ça. Nous avons les moyens d'y mettre fin. Il est vrai que notre armée a été infiltrée pendant des années au plus haut sommet de l'État. Et pour ne pas dire même nos institutions. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, on sait que le Nord Kivu, il y a une forte tension. Kibumba est déjà occupé, la ville de Goma, sous une forte menace de rebelles. Oui, nous savons que le Rwanda a attaqué le Congo. Pourquoi? Parce que les rebelles, soi-disant rebelles, les M23, avaient provoqué les FARDC. En représailles, ils ont été conduits jusqu'à la frontière avec le Rwanda.
Et curieusement, le Rwanda, qui n'a rien à voir avec ce conflit, vient à la rescousse de ces forces rebelles qu'il tient à tout prix à accompagner sur notre territoire. Et ce n'est pas la première fois. Et là, nous demandons au gouvernement congolais, le président de la République, il doit prendre les choses très au sérieux. Et cette fois-ci, le peuple en a marre. Nous devons déclarer la guerre au Rwanda. Parce qu'il y a eu l'état de siège. L'état de siège qui continue. Et nous avons constaté que les rebelles et puis les Rwandais, les forces étrangères se sont organisées. Ils évoluent maintenant en force asymétrique pour piéger et puis massacrer nos populations. Et l'objectif a été étalé au grand jour. C'est-à-dire le Rwanda va faire le contrôle de ces espaces-là. Et ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui le Rwanda, qui se targue d'être très développé, d'avoir une croissance très élevée, et il s'est enrichi parce que le Rwanda n'a que le thé comme richesse. Et tout ce qu'il a aujourd'hui enregistré comme développement, c'est le fruit du pillage systématique de nos ressources. Nous aurons appris que nous disons maintenant que le Rwanda est en train d'attaquer le Congo. Et on ne va plus parler d'M23. Les territoires le sont peuple fermés. congolais est prêt maintenant à en découdre avec le Rwanda. Et nous pensons que c'est un petit pays et il restera petit pays. Les frontières sont fermées. Il a une armée qui ne compte pas beaucoup d'unités et il ne peut pas occuper l'Est de la République qu'il convoite. Et nous pensons que leur objectif, c'est même d'arriver jusqu'à Kinshasa. Mais ils sont peu nombreux, il y a des stratégies. Les frontières sont fermées, pourquoi? Oui, mais les frontières sont fermées parce que la porosité a entraîné qu'on ne puisse pas maîtriser les déplacements des gens. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent d'un pays à l'autre, qui viennent, ce sont des pays presque dont les populations sont imbriguées. Les couches de population sont imbriguées les uns aux autres. Et il faut quand même arriver à contrôler ces frontières. Ça fait partie de la sécurité, des options sécuritaires. Et nous disons aujourd'hui clairement que c'est le Rwanda qui nous agresse. Pourquoi avoir et le peuple congolais doit se mettre debout. Le Rwanda a une ambassade ici. Pourquoi voir traîner les pieds et ne pas agir directement comme faisait Laurent Désiré Kabila semblait le dire, la guerre va finir là où ça a commencé. Cette fois-ci, madame, moi je vous dis qu'elle va finir au Rwanda. Qu'est-ce qui empêche elle va finir au Rwanda. Nous allons la faire. Non, c'est parce que le Rwanda a des visées sur nos richesses. Je venais de le dire ici. Et le Rwanda ne veut pas abandonner. Il a goûté au miel, mais il ne veut plus abandonner. Le Rwanda a réussi à infiltrer notre appareil politique et sécuritaire. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des députés qui sont ici à Kinshasa. Pendant qu'il y a la guerre à l'Est, eux se sont engraissés et ils ont construit, ils continuent à prospérer. Christopher, je ne le souhaite pas. Si Goma tombait aujourd'hui, ça serait une grande défaite, une grande déception. Si Goma tombait, c'est tout simplement parce que nous n'avions pas évalué, encore moins considéré qu'il s'agissait de tout un pays, toute une armée étrangère, toute l'armée du Rwanda qui nous attaquait. Nous nous sommes attardés à considérer qu'il s'agit d'un petit groupe de rebelles qui nous agressaient, oui, on pourrait les contenir. Alors que derrière, c'est toute l'armée rwandaise qui est en activité. Et notre armée, dès qu'elle va prendre en considération cette donne, et je crois que nous allons affronter l'armée rwandaise au vu aussi de tout le monde, et nous allons occuper le Rwanda. Je rappelle M. Christopher Ngoy et de la société civile. Avec lui, nous allons aborder un autre sujet d'actualité. D'actualité non de moindre. Nous avons dit les débats sur la réforme électorale à la Chambre basse du Parlement, comme de nombreux Congolais. Vous avez suivi ce qui se passe en l'hémicycle du Palais du Peuple. Quels sont les commentaires que vous faites par rapport à cette réalité? Bon, moi je crois que d'abord les choses devraient, selon moi, selon la société civile, se passer sans
sans friction. Mais nous sommes surpris. Nous sommes surpris par quoi? Le débat, donc disons, les propositions des lois ou les projets de loi sont présentés et discutés au Parlement. Avant que la plénière puisse engager les discussions, les débats, elle s'approprie d'abord de cette proposition, elle s'approprie de la matière, ça devient une matière de l'Assemblée nationale. La première aberration, c'est de constater qu'il y a des amis de G13 qui ont apporté une proposition et le Parlement s'en est approprié et a engagé le débat. Le seul cadre où le débat doit se dérouler, c'est au Parlement. Pour le G13, mais nous constatons que sur le G13 matière était loin d'être trouvée. C'est ça les soucis pour le G13, je disais, le consensus tant recherché sur certaines matières était loin d'être trouvé. Madame, lorsqu'on parle de consensus, on ne voudrait pas dire qu'on devrait terminer ou l'issue devrait être le queue de poisson. C'est une aberration mentale. C'est une pathologie de considérer que lorsqu'on parle de consensus, donc tout le monde doit se mettre d'accord. Et lorsqu'on parle de consensus, on doit tous s'accorder avec la proposition qui a été faite. Moi, je ne pense pas. Le cadre approprié pour le débat, c'est l'Assemblée nationale. Et je crois que les amis qui sont dans le G13, la plupart, ils sont membres de l'Assemblée nationale. Mais par rapport à c'est là où il faut débattre. Et en fin de compte, l'Assemblée nationale délibère. C'est-à-dire, elle passe au vote et elle adopte ce qu'elle peut adopter. Et on évolue. Imaginez que, savez-vous que cette loi, pour arriver à ce stade ici, on a beaucoup traîné. D'abord, la mise en place du bureau de la CENI, on a beaucoup traîné. Et entre-temps, il y a l'épée de Damoclès qui pèse. Parce qu'il faut organiser des élections dans le délai. Par rapport à cette réalité, comment entrevoyez-vous la suite? Moi, je crois qu'il s'agit des intellectuels, entre guillemets. Je crois qu'on devait être responsable. Responsable voudrait dire que des amis, lorsqu'ils ont fait la proposition des lois, et elle a été acceptée par l'Assemblée nationale. Mais c'est une très grande considération. Il devrait maintenant c'est entrer dans l'Assemblée nationale dont ils font partie pour faire valoir tout ce qu'ils avaient comme élément ou soutenir leur proposition. Bon, ce n'est même plus leur proposition, ils l'ont présenté, c'est devenu une affaire de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ils se comportent comme si c'était eux d'un côté, l'Assemblée nationale de l'autre. Et ils engagent un bras de fer. Quand le débat au niveau de la plénière semble évoluer dans le sens contraire à ce qu'ils auraient souhaité, alors ils claquent la porte, ils sortent. Alors là, nous pensons qu'ils sont en train d'un côté, de désinformer la population. De deux, c'est irresponsable. Et je crois que on doit voir, surtout respecter les options adoptées par l'Assemblée nationale et puis évoluer. Ça, c'est votre... On nous dit que voilà, il faut qu'on puisse publier les résultats sur chaque bureau. Techniquement, chaque bureau devient une chambre de compilation. C'est-à-dire quoi? Les candidats viennent, ils s'affrontent d'abord au niveau des bureaux et avec l'insécurité que cela peut entraîner, c'est-à-dire chaque camp va apporter ses militants au niveau du bureau. Est-ce que nos forces de sécurité seraient si déployées pour arriver à contenir les petits foyers de tension qui vont exister maintenant un peu Ça, c'est votre lecture. Ça, c'est très dangereux. C'est votre lecture. Alors, je pense que la publication par bureau
mais pas un problème. On doit parler de la certification, c'est-à-dire faire une obligation que chaque camp où les différents témoins, les observateurs, puissent signer les PV. Donc les témoins puissent signer les PV. C'est-à-dire on dépouille devant les témoins. Comme on le fait souvent. Et il signe les PV. Et la CENI devrait prendre en charge ces témoins-là. Faire en sorte que les PV soient signés de manière contradictoire. Ça, c'est votre lecture. Et une fois que cela est fait, chaque témoin peut disposer des éléments ici de ce bureau-là. Et ça permettrait à chaque candidat d'avoir la possibilité de faire valoir, s'il y a des revendications, au niveau de la justice, cela devrait se faire. Ça, c'est votre lecture, mais de l'autre côté, d'autres acteurs, analystes politiques, accusent à tort ou à raison les speakers de la Chambre basse du Parlement, Christopher Mbosso, de phagocyter les débats parlementaires pourtant voulus démocratiques. Non, le débat se fait, mais il doit y avoir ce que moi je considère comme le sens de responsabilité. Parce que techniquement, moi j'ai suivi quand même le débat. J'ai suivi le débat. Et je crois que là où les esprits s'échauffent, c'est au niveau de l'intransigeance de ceux qui ont amené la proposition, qui continuent à se considérer comme propriétaires de cette proposition, comme un bien privé, où ils considèrent que c'est à prendre droit à laisser. Et à un moment, ils claquent la porte. Donc c'est devenu un matching entre l'Assemblée nationale, donc la plénière, et eux. Avec ces désordres bien entretenus, nous irons aux élections, vous pensez, dans les délais? Et c'est ça l'irresponsabilité. Parce que lorsqu'on est en train de s'amuser avec le feu, les délais sont prévus par la Constitution. Et si nous allons au-delà de ces délais-là, je crois que ça va provoquer, ça peut entraîner encore de sérieux problèmes. Et tout le monde devrait s'appliquer à ce que ce débat-là ait lieu rapidement. Et s'il faut même faire des simulations, c'est-à-dire on va dans un endroit, on organise un simulacre de vote, et puis on voit les réactions, ce que serait la réaction des uns des autres. Et puis, bien que on ne sera pas vraiment dans un cas de figure qui approcherait la réalité, parce qu'en mode d'élection, les esprits sont surchauffés. Les esprits sont surchauffés, et s'il faut créer des centres de tension sur tout adulte dans la République, je crois que ce serait irresponsable. Il faudrait peser de tout notre poids pour que, d'abord, les PV soient signés contradictoirement. C'est-à-dire, les candidats qui auront leurs témoins, et que ces témoins-là puissent signer sur tous les PV. Et que, au besoin, qu'il y ait des imprimantes ou la possibilité de photographier les PV, que chaque candidat puisse avoir ses éléments. Mais ça va se faire comment? Et en toute quiétude, au moment où des divergences de vues persistent, c'est ça le problème? Non, les divergences de vues, si elles persistent, c'est cette intransigeance-là que nous trouvons, nous n'acceptons pas. Nous pensons que le seul cadre dans lequel, au sein duquel, les opposants sont camponnés à leur position. Il faut un débat en dehors des institutions. Les G13 trouvent que c'est... Non, le débat en dehors des institutions, moi je pense que c'est un piège. C'est un piège. Il y a les institutions qui sont là. Et on va faire le débat dans quel cadre? Quelle est l'institution qui va... donc il faudrait créer un nouveau dialogue? Non, je ne peux même pas m'attarder sur ça. Parce que je sais que, en regardant de près, les amis ne veulent pas des élections. Ils veulent tout simplement accéder aux responsabilités publiques en utilisant un raccourci. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Ça profite à qui tout ça? Ça profite à eux. C'est-à-dire, si le président de l'Assemblée nationale accepte, bon, ils vont se retrouver dans un coin. Ça profite aux élus du peuple ou aux opposants ou ceux qui sont au pouvoir? Ça profite aux opposants. Ah bon? Oui, ça va profiter aux opposants parce que, écoutez, ils n'ont aucun mandat en ce moment. Ils n'ont pas un mandat. Alors, ils veulent quitter des institutions attitrées où ne siègent que ceux qui ont mandat.
et sortir de ce cadre-là pour aller dehors et faire un gentleman agreement, s'entendre et puis revenir maintenant pour formaliser au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous disons plus question. Plus question. Donc, un dialogue de tout protagoniste, c'est comme suggéré ou proposé par les opposants. Niet, pour vous, ça n'ira pas? Niet. On a fait combien de dialogues dans ce pays? On en a fait combien? Et j'étais en train de dire que même celui de Nairobi, là, il doit être le dernier. Et il est de trop. Tout en indiquant qu'il y a eu des avancées significatives. Mais le dialogue, quand même, c'est opportun avant que les débats ne soient portés au niveau de l'Assemblée nationale. Vous faites 3 pas en avant et vous faites encore 6 en arrière. Les dialogues nous ramènent en arrière. Ça, ce n'est plus acceptable. Donc, c'est tout simplement des gens qui sont à côté, ils sentent qu'ils ne peuvent pas entrer en respectant les règles du jeu, entrer dans la compétition, se battre et puis se retrouver dignement, et ils veulent quitter le siège des institutions, quitter le cadre approprié pour aller à côté, s'entendre. Même nous, nous pouvons aussi réclamer, parce que les partis politiques sont des associations à caractère politique et qui relèvent du privé. Les opposants ont tort qui relèvent du privé. En clamant haut et fort, ce n'est pas des institutions, ce n'est pas des institutions étatiques. Nous aurions aimé que dans cette loi, qu'on y mette des dispositions pouvant permettre au souverain primaire, qui est le patron numéro 1, de disposer ou d'avoir le lien, d'avoir la même mise, de contrôler ses mandataires, ses élus à l'Assemblée nationale, dans toutes les institutions où il est représenté, à tout moment. Parce que nous constatons, la population vote. Voilà. Une fois le député au Parlement, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais c'est que ça fait. Et on attendra que le mandat se termine pour que la population ait l'opportunité de le sanctionner. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le processus électoral implique 3 parties. Les gouvernements, l'opposition et la société civile. Vous pensez que ces 3 composantes sont suffisamment représentées au niveau des institutions pour que les débats soient limités à ces niveaux-là? Madame, nous devons sortir de certains pièges. Le processus électoral, en temps de crise ou en période post-crise, on parle de la CENI, on parle de tout ce que vous dites là. Mais ailleurs, lorsqu'on regarde les élections en France, aux États-Unis et partout ailleurs, on ne voit pas ce genre de discussion. On ne voit pas les partis là impliqués. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections avec l'administration. Un point, un trait. Et tel que nous sommes engagés là, le conflit est terminé depuis longtemps. Cette période-là est presque révolue. Nous devions tendre à formaliser les choses. C'est-à-dire qu'on arrive au point où le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et l'administration publique, organise les élections. Vous ne craignez pas qu'il y ait une loi électorale, Monsieur Christophe, vous ne craignez pas qu'il y ait une loi électorale qui est votée sans consensus soit déjà conflictuelle? Bon, ce consensus-là, je vous dis que ce consensus ne tient que, ou les tenants, ou ceux qui misent sur le consensus, veulent entraîner un blocage afin d'aller vers un dialogue. Et nous disons, on ne peut plus. Ce sera une loi porteuse de germes et de conflits. Quel conflit? On peut... mais écoutez, on peut chercher... sans consensus. Nous avons eu des lois électorales dans ce pays avec M. Kabila. Ce n'est pas pour autant que nous avons refusé d'aller aux élections. Nous sommes toujours allés. Nous sommes toujours allés. Et ce n'est pas pour autant qu'il y avait des consensus. Il n'y avait jamais eu un consensus. Lorsqu'on a discuté sur la machine à voter ici, quel consensus on a eu? Mais on a finalement organisé des élections avec
Avec cette machine, selon mon entendement, ça sera une loi électorale porteuse de germes de conflits post-électoraux. Il y aura, madame, retenez qu'il n'y aura jamais une loi électorale, un dispositif de loi électorale soit-elle, qui puisse contenter tout le monde. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. C'est que l'objectif ici, l'idéal, c'est de minimiser les risques de tricherie, de minimiser le risque d'insécurité, faire en sorte que le processus soit transparent. C'est pourquoi je me suis attardé sur l'option de permettre que la CENI prenne même en charge les différents témoins. Parce que les témoins souvent sont à charge des candidats. Et il n'y a pas, tous les candidats ne sont pas nantis. Et pendant les élections, les témoins deviennent aussi capricieux. Ils exigent beaucoup d'argent aux candidats. Les risques de sécurité sont grandioses. Comment? Sont énormes, les risques de sécurité. Oui, imaginez qu'on commence à créer, on fasse que chaque bureau puisse faire son déploiement, devienne un centre de compilation, et on sait qu'il y aura de très fortes tensions. Il faudrait un nombre très important de militaires ou de policiers pour arriver à sécuriser, et ça va se passer sur l'état du territoire national. Alors, les élections tiennent à quoi? Les candidats d'abord qui postulent, la CENI qui organise en premier, les candidats qui postulent et les témoins qui sont là. Et si on peut faire, et les éléments qui sont valables après le vote, ce sont les PV. Ce sont les PV. Et si on peut faire en sorte que les différents candidats, nous avons compété ici à Kinshasa, mais qu'est-ce qu'on avait vu? Là, il faut éviter ça. Après le scrutin, à l'époque, il y a même un dispositif, je ne vais pas citer un service de l'État, qui avait même planifié qu'après le vote, on puisse faire disparaître tous les PV affichés. Ça nécessite une amélioration. Une amélioration, c'est-à-dire, c'est pourquoi nous proposons que la CENI prenne en charge même les différents témoins, garantissent que chaque candidat ait un témoin. Exactement. Et qu'à la fin, ces témoins-là, d'abord, les PV soient signés de manière contradictoire. Mais ça dit aucun PV ne peut pas être... Oui. À des termes clairs. Qu'est-ce que suggérez-vous, par exemple, aux protagonistes qui pensent qu'une loi électorale votée sans consensus sera conflictogène? Qu'ils puissent d'abord se départir de la frénésie. Parce que chacun a la propension à se garantir d'entrée de jeu qu'il sera en bonne position pour pouvoir l'emporter. Et si ce n'est pas, il n'arrive pas à placer déjà ses marques, il ne veut pas compétir. C'est comme vous voulez aller monter sur un terrain de football. Chaque équipe vous dit, l'arbitre là, il faudra avoir même 2 arbitres. Chaque équipe un arbitre. Mais comme il y a un seul arbitre, chacun estime que cet arbitre-là, sûrement, il aura un penchant en faveur d'une équipe et qu'il voudrait qu'avant de monter sur le terrain, que chaque équipe ait son arbitre. Et lorsqu'on aurait un match de foot, tout le monde s'accorde pour dire que aujourd'hui, il y a des vérifications même par vidéo. Pourquoi? Parce que on veut accéder à la vérité. Et le plus important, c'est toujours ce seul arbitre-là qui fait l'arbitrage. Et s'il y a des réclamations, les juges de touche sont là comme témoins pour témoigner, dire que non, c'était pas comme ça, c'est comme ça. Si au-delà de ça, les juges de touche, les témoins des juges de touche laissent encore des hommes d'ombre, on recourt à la vérification vidéo. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul arbitre. Mais ici, vous avez des gens qui vous disent, bon, pour que nous montions là-bas, il faut que cette équipe, la CENI là, alors qu'il y a déjà des membres de l'opposition et tout ça, chose que nous avions refusée. Mais on a quand même concédé qu'il y ait des juges en même temps arbitres. Voilà. Il y a l'opposition qui est représentée, le pouvoir qui est représenté. Nous voulions que la CENI soit réservée uniquement à l'arbitrage, c'est-à-dire la société civile. Mais là, il y a le juge est parti. Et maintenant, là,
les mêmes débats continuent. C'est-à-dire on voudrait qu'il y ait même 2 CENI, par exemple. C'est-à-dire une CENI qui sera là pour l'opposition, une CENI qui sera là pour le pouvoir. Et où allons-nous? Le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait la transparence. C'est ça l'enjeu. Deuxièmement, nous, en tant que société civile, nous estimons que tout cela, c'est un débat politicien. Des gens qui cherchent à se positionner. Alors que les élections, c'est une affaire du souverain primaire. Est-ce qu'on peut continuer toujours de parler de la vraie société civile ici, en République démocratique du Congo? Ça, c'est entre parenthèses. Non, mais la société civile, madame, c'est le peuple, l'esprit. Il y a le logiciel mental collectif du peuple. Et chaque peuple a une âme. C'est à quoi il aspire. Ce n'est pas à nous des individus. Nous, ce que je dis ici, je ne le dis pas en tant que Christopher. Parce que peut-être je ne vais pas compléter. Une société civile bien manipulée par le politicien. Non, elle n'est pas manipulée par le politicien. Alors si un membre de la société civile se place sous la manipulation des politiciens, c'est qu'il ne comprend pas que la société civile, c'est le peuple directement dans son ensemble. Les membres sont des tendancieux. C'est le souverain primaire. Et que la politique, avec ses acteurs, ne sont qu'une thématique, une des thématiques de la société civile. Pourquoi? Parce que l'État, à son plus haut degré d'organisation, c'est la société civile. Une société civile. Autrement dit, non, c'est la société civile. La société civile. Il n'y a pas une société civile. Ou bien, des gens qui font des papiers, ils vont attraper une personne pour dire j'aime ma société civile. Non, ça c'est des bêtises. Ou une société civile qui s'est fait engraisser ou sponsorisée par des ONG internationales. Il y a eu aussi éclatement de la société civile. Ça, je ne sais pas, madame. Moi, je vous dis que, moi, en âme et conscience, ce que j'ai toujours défendu, ce n'est pas mes options, ce sont les options du peuple congolais. Ce sont les options qui donnent l'avantage au peuple, au souverain primaire, pour qu'il se retrouve. Et il n'y a pas meilleur acteur, meilleur avocat, meilleur stratège que le peuple lui-même. Voilà. Et je crois qu'en faisant cela, je ne viens pas ici pour parler pour un groupe. J'ai dit seulement, parce que nous avons été, Kabila géré ici. Nous étions toujours là. Et quand il a posé de bonnes actions, lorsqu'il a posé de bonnes actions, nous l'avons soutenu. Voilà. Lorsqu'il a commencé, il a dévié, nous l'avons rejeté. Ça, c'est connu de tout le monde, je regarde la caméra. Lorsque je me produisais sur forum des médias, le pays était agressé par l'M23, Kabila était au pouvoir. Changeons de chapitre. On venait parler, soutenir le gouvernement. Nous pouvons évoluer, s'il vous plaît. Et quand la guerre s'est terminée, on a compris que M23, là, ils ont fait la paix avec M. Kabila. Eh bien, on a dénoncé certaines choses. Et c'est tout comme ici, si le pouvoir actuel, avec M. Tshisekedi, pose de bons actes, nous soutenons. Voilà. Oui. Le message est passé. Changeons de chapitre, mais restons toujours au Parlement. Les congrès annoncés pour le lundi 23 mai 2022 n'a pas plutôt eu lieu à cause lors de, je disais, changeons de chapitre, mais restons toujours en la chambre basse du Parlement ou restons au Parlement. Les congrès annoncés pour le 23 mai 2022 n'a plus eu lieu alors que les 2 chambres parlementaires devaient désigner un nouveau juge de la Cour constitutionnelle en remplaçant du défunt Polycarpe Mongoulou décédé en avril dernier. Votre mot? Encore là, un jeu politicien qui bloque les choses. Un jeu politicien. Et encore là, une frénésie de positionnement. Chacun veut, même à la Cour constitutionnelle, là, avoir un répondant. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est un mauvais signal au niveau de la population. Après ces rendez-vous manqués, on assiste à une guerre de correspondance après ces rendez-vous manqués. Oui, j'ai essayé de parcourir ces correspondances. Je découvre que il y a déjà 2 membres de l'Assemblée nationale à cette cour et que le Sénat estime, quant à lui, qu'il fallait que le 3e membre là soit aussi du Sénat, encore que celui qu'on va remplacer était membre du Sénat, qui est mort,
et qu'il était de droit au Sénat, ou logique pour le Sénat, de pouvoir à son remplacement. Pas du tout. Moi, je crois que on devrait regarder les choses du bon côté. Pas du tout sur un ton de courtoisie entre les deux chefs. C'est ce qui préoccupe au C'est ce qui est très mauvais. Et là, on sent que il y a levé des boucliers, il y a beaucoup de passion, et il ne peut y avoir cet état de choses que lorsque on sent, on a la hargne, la rage de se positionner ou de placer. Donc je crois que la logique voudrait que celui qui est mort, s'il était du Sénat, bon, que le Sénat remplace, qu'il le remplace. Et si l'Assemblée nationale, oui, en se référant bien sûr aux dispositifs légaux, et si l'Assemblée nationale en a déjà deux, donc on laisse le Sénat. Et puis les deux présidents sont des sages. Et ce genre de questions, c'est question de se retrouver, d'échanger, de parler, de discuter pendant de longues heures, s'il en faut, au lieu d'utiliser des voies épistolaires. Comment ça, c'est lancer des lettres et puis qui transpire, qui fuite dans les médias. Ça diminue la valeur, même la confiance que nous, ce peuple, réservons à nos institutions. Monsieur Christopher, sans pour autant être les derniers juges de ce qui se passe entre la Chambre basse et haute assemblée du Parlement, vous estimez que, selon l'esprit et le bon sens, laquelle de deux chambres doit désigner les nouveaux juges de la haute cour? Je venais de le dire ici. J'apprécie bien le travail que le président de l'Assemblée nationale fait, et autant celui du Sénat. Mais si, en toute logique, l'Assemblée a déjà deux membres qui sont dans cette cour, bien qu'on parle du Parlement, on devrait laisser le Sénat désigner quelqu'un. Donc l'honorable Et celui qui est mort là, je crois qu'il était membre du Sénat. Bati a tort de ne pas respecter la Constitution à son article 158. Moi, je ne sais pas ce que vous dites. L'article 158 n'est pas concerné dans cette affaire. Oui, l'article 158 n'est pas concerné dans cette affaire. Et je pense que si on s'en tiendrait qu'à l'esprit de l'article 158, donc le Sénat n'existerait pas, ou n'existerait plus, parce que ça serait juste une chambre de résonance, et puis qui n'aurait... Moi, je crois que les deux institutions ont leur valeur. L'Assemblée nationale, c'est une représentation des citoyens. Le Sénat, c'est la représentation des peuples. Pourquoi je dis que Christophe Bosso semble ignorer l'article 158 de la Constitution, parce que cet article dit ceci, précise que le Parlement fournit 3 juges à la Cour constitutionnelle, dont la seule procédure officielle qui est de la convocation de 2 chambres en congrès. Oui, c'est-à-dire quoi? Avant le Parlement, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale, mis ensemble. Fournit 3 juges. OK? Maintenant, dans les négociations, dans les conciliabules, il faut faire en sorte qu'on ne dit pas que l'Assemblée nationale fournit 3 juges. On dit le Parlement. Il dit Parlement, dit Assemblée nationale et puis Sénat. Vice-versa. Et du moment qu'il y a déjà 2 de l'Assemblée nationale, sans avoir un parti pris, j'estime que la logique doit faire en sorte qu'il y ait un aussi du Sénat. C'est clair. Merci, nous sommes au terme. En se référant au texte, bien sûr. Parce que nous sommes déjà au terme de notre émission. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, j'appelle le peuple congolais à se réveiller. Ce pays nous appartient. Nous n'en avons pas 2. Et le peuple congolais est valeureux. Et je lance un message de soutien à notre armée. Vaillant et FARDC, ne reculez pas. Nous sommes avec vous. L'ambassade du Rwanda est ici. Celui qui nous attaque, c'est le Rwanda.
ce n'est plus le M23, c'est le Rwanda. Chaque Congolais doit mettre ça maintenant dans sa tête. Et il faudrait que le gouvernement change de terminologie. Qu'on ne parle plus de M23, alors qu'ils sont des bas séculiers des choses, et ça force même la stratégie militaire. Parce que quand vous pensez que c'est juste un petit groupe de gens, et vous arrêtez, vous prenez des dispositions limitées, alors que c'est tout un pays qui nous attaque. Et cette fois-ci, nous sommes debout, nous sommes déterminés. Le Rwanda reste et restera un petit pays avec une petite armée. Cette armée-là, si elle occupe Goma, on va les encercler. Quitter la ville, on les encercle. L'émission Les Rendez-vous. Voilà, la rediffusion, c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Une très belle soirée à tous et chacun.